donc en mode impro, on va attaquer des choses sur les polynômes. Voilà. On va parler un petit peu sur les polynômes. Comme ça, on n'est pas dans le cours, on est juste en mode intermédiaire, quoi, en mode propédeutique. Et on va raconter des choses sur les polynômes. Alors évidemment, les polynômes, on va les voir sur un corps K. K, c'est un corps. Et K de X, c'est l'anneau de polynôme. Et il se trouve que on va dire ce sur quoi on va partir, c'est-à-dire on va... Bon, c'est toujours pareil quand vous faites un plan, quand vous faites une leçon, vous dites quels sont les prérequis, hein, d'accord? Vous définissez vos prérequis. Nous, nos prérequis ici pour les polynômes, ça va être que 1, x, xn, etc., c'est une base du K espace vectoriel K de x. Voilà. Ça, c'est important, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on va supposer sur les polynômes? Donc il est de dimension infinie. Oui, oui, donc il est de dimension infinie. Voilà. Et on va dire que un polynôme, ça a déjà une première interprétation en tant que telle, c'est-à-dire qu'on va le regarder comme un anneau, donc c'est un espace vectoriel, d'accord, bien sûr, plus un anneau. Avec des compatibilités entre les deux, ça veut dire que ça s'appelle, vous savez comment ça s'appelle? K-algèbre, hein, d'accord, K-algèbre. Voilà. Et le plus important dans les polynômes, c'est la façon qu'ils ont de se mêler des autres, d'accord? C'est-à-dire d'aller partir dans d'autres domaines. Et ça, c'est l'évaluation. D'accord. Alors l'évaluation va être importante. Ce grand X, pour l'instant, c'est un espèce de héros sans emploi, vous voyez, qui attend juste un truc, une aventure pour rentrer dans une nouvelle histoire. Et pour l'instant, X, il n'a pas de spécificité, il n'est rien, il est juste anonyme, c'est pour ça qu'il s'appelle X, et il attend un truc de rentrer dans une histoire. Et cette évaluation, c'est... Alors dans un premier temps, parce qu'il va y avoir plusieurs types d'évaluation, donc j'ai envie de mettre un S à évaluation. D'abord, si lambda appartient à K, alors on a on peut évaluer en P de lambda. Donc P de lambda, qu'est-ce que ça va être? Alors vous voyez que c'est pas... Donc P, d'abord P, il s'écrit donc dans cette base, il s'écrit AN, XN, plus jusqu'à A0, d'accord? Il va s'écrire dans cette base. Et bien P de lambda, ça va être égal à AN lambda N, plus A1 lambda plus A0. Donc ça, les AI, ils appartiennent à K. Donc ça, comme on est sur un corps, ça appartient encore à K. Bon, alors maintenant, on peut évaluer comme ceci. Et quelle est la propriété de l'évaluation? Alors là, ça devient, c'est là que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. C'est que si on veut comprendre ce que c'est que l'évaluation, et si on les comprend en tant qu'algébriste, c'est-à-dire on regarde des structures, d'accord? C'est-à-dire qu'on a K de X ici, c'est là que va habiter P, et on regarde K, c'est là que va habiter P de lambda, d'accord? Et on a une flèche, comme ceci, qui a P associe, évidemment, P de lambda. D'accord?
Alors, bien sûr, on a une structure ici, et on va essayer de regarder la compatibilité des structures. C'est-à-dire que ici, on a une structure de K-algèbre, d'accord? Là, ici, on a une structure de corps. Donc, à minima, le dénominateur commun entre les deux, c'est qu'on a une K-algèbre ici, une K-algèbre ici, d'accord? Parce qu'ici, on n'a pas un corps. Hein. On n'a pas un corps, donc on laisse tomber. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on a une structure d'espace vectoriel, de morphisme, d'accord? Alors, on va lui donner déjà un nom. Alors, c'est normal, on va l'appeler Eve comme évaluation, et en lambda, parce que lambda est important. Donc, c'est Eve lambda. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que CF lambda est un morphisme alors d'abord d'espace vectoriel et même de K-algèbre. Alors, soyez pas étonnés, hein, K est une K-algèbre. Il y a une unité, il y a une multiplication, mais c'est plus que ça, puisque c'est un corps. C'est une K-algèbre avec la possibilité d'inverser les éléments non nuls. Mais c'est pas la peine d'aller chercher sa structure de corps, puisque lui, il l'est pas, il va pas suivre. Alors, bon, on les mettre un peu sur le même pied d'égalité les deux. Ok, alors pourquoi c'est un morphisme de K-algèbre? Ben, faut montrer qu'il y a une compatibilité, d'accord, avec d'abord avec l'addition. Ça veut dire que si vous faites P plus Q ici, d'accord, ici vous avez P plus Q, il faut que vous récupériez P de lambda plus Q de lambda. P de lambda plus Q de lambda. Là. Donc pas de souci. Hein. Ok. Bon ben oui, check, hein. Ça c'est bon. Hein. C'est même la définition hein, dans l'évaluation, c'est comme ça qu'on définit P plus Q de lambda. Donc c'est vraiment par définition. Si on a A, alors regardez cette subtilité parce que c'est de la pseudo-associativité. Hein. AP de lambda, ben, par définition, c'est AP de lambda. Donc vous voyez bien que je dois vérifier trois choses. Hein. Je dois vérifier l'addition, la multiplication externe et la multiplication interne. Alors maintenant, bah, PQ de lambda, bah, oui, ce sera P de lambda, Q de lambda. Alors peut-être que ça vaut le coup de le regarder un petit peu plus, dans les yeux. Sur cette multiplication, comment on définit? Donc déjà, on va faire une petite digression. Comment on définit le produit de deux polynômes? Alors, on a la chance, tant qu'on est dans la note polynôme, d'avoir une base, et on écrit les choses dans cette base. En gros, on pourrait estimer qu'un polynôme, et c'est comme ça qu'on définit les polynômes. Si vous faites une leçon sur les polynômes, comment on définit les polynômes? Eh bien, c'est une suite. C'est une suite, mais c'est une suite presque... C'est une suite, mais nulle presque partout. D'accord? Et en fait, c'est donné par les coefficients. Le x n'est là que pour faire joli, quoi, pour faire penser que ces polynômes sont là pour être évalués. Ils attendent que ça, d'être évalués. C'est leur but, en quelque sorte. Donc, la digression, c'est de dire que... Qu'est-ce que c'est qu'un anneau de polynôme? Un anneau de polynôme, c'est une suite dans K nul presque partout. Parce que si on ne devait pas mettre du nul presque partout, ce ne serait plus des polynômes, ce serait des séries formelles. Ça s'appelle des séries formelles. Et là, c'est vraiment une autre théorie, ça. Plus du tout les mêmes propriétés. Et bon, bah, la somme et le produit externe sont naturels. Externes sont
naturel, bah oui, on est d'accord hein, que la somme et le produit externe, ça va pas. Voilà. C'est la somme des suites. Hein. On ajoute les suites un par un. Hein. Donc la suite A plus B, ça va être son nème terme, c'est AN plus BN. D'accord? Terme à terme. Hein? On ajoute terme à terme. On ajoute terme à terme, voilà, c'est exactement ça. On ajoute terme à terme. Mais le produit interne, lui, ça s'appelle le produit, vous connaissez le nom, produit de Cauchy. Hein? Produit de Cauchy. Alors pour faire le produit de Cauchy, donc c'est un produit spécial, un peu comme les matrices, vous voyez, où vous avez un produit où la somme, elle est naturelle, le produit externe est naturel, mais où le produit interne, il demande du travail. Alors le produit de Cauchy, donc si on a P, Q égale, on va dire S, donc là, les termes, ça va être A, N, là, ça va être la suite BN, et là, ça va être la suite, on va dire CN. Eh bien, on a que CN, c'est égal, par définition, à la somme de AK, B, N-K. Alors, on peut aussi apprécier, vous voyez, si les gens qui aiment la belle symétrie, donc bon, alors ici, K allant de 0 à N, d'accord, je termine, mais si vous voulez démontrer par exemple l'associativité ou des choses comme ça, vous aurez besoin peut-être d'une plus jolie formule que celle-ci, hein, parce que celle-ci est déjà dissymétrique. Vous voyez, il y a K et N-K. Pourquoi on n'a pas pris N-K là et K là? Voilà, bon, c'est injuste, d'accord? Donc, si vous aimez l'éviter, d'accord, vous prenez AK, BL avec K plus L égale N. Et là, vous verrez que quand vous allez faire le produit de 3 polynômes, et bien là, ça va être très très joli. Là, vous allez vous retrouver. Parce que vous aurez que le produit de 3 polynômes, vous aurez AK, somme de AK, BL, C, J par exemple, avec K plus L plus J égale N. Et ça, vous voyez bien que c'est associatif. Parce que si vous dites K plus L plus J et K plus L plus J, vous savez que c'est la même chose. Vous voyez, alors, bien sûr, on pense à celle-ci, parce qu'il n'y a qu'une seule variable, on préfère une seule variable à deux, mais des fois, pour certaines raisons, on préfère la belle symétrie qu'on a ici. Voilà. Ok, donc voilà l'histoire, le produit de Cauchy, et on peut se dire, ouais, vu la définition du produit de Cauchy ici, pourquoi ça donnerait ça? Bon, parce que c'est étudié pour, parce qu'on y a pensé avant. Quoi. Si on a le produit de Cauchy, c'est parce qu'on veut que ça vérifie ça. Mais, on peut le vérifier quand même, et en fait on vérifie que ce produit est d'abord associatif. Et qu'est-ce qui est important pour qu'on ait une K-algèbre? Vous voyez ce qui est important? Qui va devoir... La distribution. Voilà. Plus distributif sur l'addition. Sur l'addition des polynômes. D'accord? Alors, oui, parce que regardez ici, vous prenez AK, quand vous ajoutez AK plus après une K, ça va être distributif, pareil pour B. D'accord? En gros, peut-être que vous avez cette notion, la distributivité, c'est une forme de linéarité à gauche et à droite. Vous voyez? C'est linéaire à gauche, c'est-à-dire c'est linéaire en A et c'est linéaire en B. Donc c'est de là que vient la distributivité, déjà dans cette formule. Alors, donc vous avez ça. Bon. Alors, ça va faire que, si on veut montrer que F, maintenant pourquoi j'ai fait cette digression, F lambda, on veut montrer que F lambda est un morphisme
pour la multiplication, donc, est compatible avec la multiplication. Et ben, comment on va faire pour montrer ça? Et ben, on va dire, il suffit de regarder, de vérifier cette formule sur une base. Si on vérifie cette formule sur une base, et ben, par distributivité, ça va rester vrai quand on prendra des combinaisons linéaires, ici, de la base. Donc il suffit de le montrer par distributivité, hein, grâce à la distributivité, de le montrer sur une base. Et évidemment, on va le montrer sur la base canonique. Donc ici, vous avez xn m fois xn de lambda. Bah oui, c'est donc est-ce que c'est égal à lambda m fois lambda n? Bah oui, parce que ça, c'est x m plus n de lambda. Est-ce que c'est égal à lambda m plus n? Bah oui, d'accord, c'est même une évidence. Et donc, puisque c'est vrai pour ça, bah, par distributivité, ce sera, ça va être vrai pour toute combinaison linéaire à gauche et à droite. Parce que c'est distributif, évidemment, c'est commutatif, hein, donc c'est distributif à gauche. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, non? Ça va? D'accord. Bon, finalement, je suis en train de dire que quand on fait des opérations là-dessus, on fait des opérations là-dessus. C'est ça le but. Et ça va, on va voir que ça va continuer à marcher. Alors, maintenant, le truc, maintenant qu'on a cette évaluation, c'est bon, j'ai pas ça. Maintenant qu'on a cette évaluation et que c'est un morphisme, donc on a cette propriété, hein, quel que soit lambda de k, f lambda est un morphisme d'algèbre, de k algèbre, donc de k de x dans k. Alors, à partir du moment où c'est un morphisme, bon, bah là, on devrait commencer à avoir des réflexes. D'accord? C'est-à-dire, vous êtes face à un morphisme, vous vous dites, je vais avoir un noyau, une image et un quotient. Alors là, ça c'est... Bon, on le fait. On commence à le faire ici sur des choses que vous connaissez bien quand même, les polynômes, normalement vous connaissez, c'est des fonctions, etc. Mais on va regarder qu'est-ce que c'est que le... Bon, déjà, c'est très facile de voir que l'image de f lambda, c'est exactement K. Pourquoi? Parce que, bon, alors évidemment c'est inclus, mais si vous prenez un mu dans K, pour montrer que c'est dans l'image, bah, vous prenez le polynôme à mu. D'accord? Vous prenez le polynôme constant, égal à mu fois 1, hein, et p de lambda, par définition, bon, j'aurais dû le préciser peut-être, mais oui, si, c'était implicitement précisé ici, p de lambda, bah, c'est mu. Donc ça veut dire que, alors ça je vous rappelle, hein, quand vous montrez une égalité, il faut montrer une double inclusion, il faut dire, bon, ben, on a l'inclusion évidente, im est inclus dans k, d'accord, à l'écrit, hein, et réciproquement, est-ce que k est inclus dans im, soit mu dans k, alors p de lambda est 1, donc mu appartient à im de f lambda. D'accord, donc on est bien sur k. D'accord, voilà, donc bon, on a ici cette égalité. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ker de f lambda?
Alors, ker de lambda, c'est finalement l'ensemble des polynômes de k de x tel que p de lambda égale 0. Alors, normalement, vous devez savoir une chose, c'est que ça, c'est l'ensemble des polynômes. X moins lambda. Ouais. C'est les polynômes qui sont multiples de X moins lambda. x moins lambda. Donc ça va être un OVL. D'accord? Et en fait, oui, vous voyez bien que là, on va s'y retrouver. Ça va être un idéal. Donc ici, ça va être l'idéal. Donc ça, c'est, on l'écrit comme ça, hein, d'accord? La parenthèse est la parenthèse de l'idéal. Hein. C'est l'idéal engendré par x moins lambda, c'est-à-dire, par définition, l'ensemble des polynômes p, tel que p égale x moins lambda fois q. Et q est dans q de x. K de x. Alors, comment ça se démontre? C'est pas... Alors, ça... Bon. Ici, il y aurait plusieurs preuves. Je vais vous faire les preuves selon le niveau. D'accord? Alors, la preuve telle moi je la voyais en lycée, hein, c'était la preuve suivante. On écrit soit P, donc déjà dans un sens, donc l'inclusion comme ceci, elle est claire. D'accord? Parce que, car, si je prends x moins lambda, q de x, et que je l'évalue en lambda, par la compatibilité avec la multiplication, ça va faire x moins lambda de lambda fois q de lambda. Mais ça fait 0. D'accord? Quand on évalue x moins lambda en lambda, ça fait 0. D'accord? À cause du produit externe. Voilà. Finalement, c'est ça. Ok, bon, donc là, c'est clair. Maintenant, dans ce sens-là, alors je vais vous faire deux preuves, en gros. Une preuve par voilà, la preuve qui m'a convaincu quand j'étais au lycée. Vous prenez donc P tel que, donc il faut montrer que c'est inclus, donc ici on prend P dans le tiers de V, donc P tel que P de lambda égale 0. Alors, bon, elle m'a convaincu, mais quand même elle est difficile, quoi. Vous écrivez P égale somme de A, K, XK. Okay. Et donc, P est égal à P moins P de lambda. Puisque P de lambda vaut 0. J'ai le droit d'enlever P de lambda. J'ai le droit d'enlever 0 tant que je veux. Donc, maintenant, vu la définition de P de lambda qui est là, je vais dire que c'est la somme des AK XK moins lambda K. D'accord? Mais maintenant, XK moins lambda K, X lambda se met en facteur. C'est une vieille formule que vous devez connaître. Hein. C'est la formule, en fait, c'est la formule de ce qu'on appelle la série géométrique. Donc ça fait peut-être pas de mal de la rappeler. On a xk moins lambda k, c'est égal à x moins lambda, oui. Là, vous allez avoir k moins 1 plus K moins 2 lambda. xk moins 2 moins lambda xk moins 2 jusqu'à lambda k moins 1. D'accord? On le voit là, c'est bon? Ouais. Okay. Donc, on voit qu'on peut, quel que soit k, même pour k égale 0, hein, k égale 0, ça va faire 0. D'accord? Cette somme, elle va être nulle. Donc, quel que soit k, on va pouvoir mettre en facteur x moins lambda. Et donc, globalement, ça veut dire que p
est égal à x moins lambda, facteur d'un certain q qu'on va pas donner, mais on sait que c'est inutile. Parce que x moins lambda divise p. Voilà donc une première méthode. Mais c'est bien, oui, il y a des gens qui me ferment. Alors, alors maintenant, je vais quand même vous montrer la méthode. Là c'était la méthode main dans le cambouis, main dans le moteur, quoi. Hein. Maintenant, la méthode de l'algébriste aseptisé, et celle que je voudrais que, évidemment, ça va être la méthode efficace, celle que je voudrais que vous ayez en main. Alors, ce serait quoi? Quel est le mot-clé? Hello. Hello. Oui. Un peu comme les chats, là, ils grattent à la fenêtre, là, comme ça. C'est bien ça. Ok. Bon. Alors, c'est quoi le mot-clé de la preuve? La preuve telle qu'on attend. On a un noyau. Vous l'avez dit tout à l'heure, il me semble. C'est un idéal. Voilà, c'est un idéal. D'accord. Alors, regardez, maintenant, votre preuve. Donc, je suis en train de dire que les polynômes qui s'annulent sur lambda se factorisent en x moins lambda. Voilà. Mais maintenant, regardez, on va avoir, on va dire la chose suivante. Donc, autre méthode. Donc, ker de f lambda est un idéal. D'accord, hein? C'est pas ce qu'on veut démontrer. Non, c'est un idéal parce que c'est le noyau d'un morphisme. Tout noyau de morphisme est un idéal. Bon, ça, après, je vous dis quelle est la méthode que j'attends de vous. Et ça, c'est au programme. Voilà, d'accord? Donc ça, on n'a pas besoin de le démontrer a priori, c'est au programme. Donc, est un idéal de K de x, virgule, qui est principal. Ça veut dire que ker de m lambda est égal à un certain, vous avez un polynôme générateur, d'accord? On va lui donner un nom, je sais pas moi, A, il va y avoir un polynôme A, d'accord? Ça veut dire que A, c'est le générateur, donc le principal, ça veut dire qu'il y a un élément principal qui va engendrer l'idéal. Et donc, ça veut dire que A, c'est l'ensemble des AQ quand Q parcourt K de x. Bon. Alors maintenant, ça va, hein, c'est bon. Maintenant, oui, mais vous voyez où je veux en venir? Vous voyez que on a x moins lambda qui appartient à l'idéal. Puisque x moins lambda, il annule. Il est dans le noyau, manifestement. Donc il est dans l'idéal. Alors là, il y a un côté diviser, c'est contenir, hein, d'accord? C'est-à-dire que A divise x moins lambda. C'est normal, hein, puisqu'il est dans l'idéal, ça c'est l'ensemble des polynômes. L'idéal, c'est l'ensemble des polynômes qui sont divisibles par A. Donc A divise x moins lambda. Alors maintenant, c'est quoi le... On n'en a pas encore parlé là aujourd'hui, c'est quoi là le mot-clé maintenant pour pouvoir parler de la divisibilité facilement par x moins lambda? Le mot, dans les polynômes, il y a un degré. Ah, non, degré. Degré. Maintenant, c'est un argument de degré. Parce que vous voyez que le degré, forcément, si A divise, c'est que le degré de A, il est forcément inférieur ou égal à A. Bon. Alors, vous voyez que ça ne nous fait pas beaucoup de cas.
si A est de degré 1, et bien, comme A est... Bon, alors on prend A unitaire, hein, on peut toujours le prendre unitaire pour avoir l'unicité. Si le degré de A est égal à 1, et ben, donc comme il est unitaire et qu'il divise, ça veut dire que A égale x moins lambda. Et c'est ça qu'on voulait démontrer. Hein. Okay. Si degré de A égale 0, alors dans ce cas-là, ça veut dire que A, il est... Oui, il est constant. A est constant. Pas lambda, je vais l'appeler, c'est une constante égale à mu. Mais alors dans ce cas-là, ça veut dire que les polynômes multiples de mu, c'est tout. Ça veut dire que tout le monde l'annule. Bon ben ça c'est pas possible. D'accord ? Voilà. Donc, alors, tout polynôme est multiple de A. Donc, tout polynôme annule lambda. Donc ça, c'est impossible, tout polynôme n'annule pas lambda. Vous prenez 1, le polynôme 1, il n'annule pas lambda. 1 de lambda est égal à... Si, c'est toujours pareil. Hein. Prenez 1. K, je vous avais pas dit qui c'était. Si ça se trouve, K est de caractéristique 2. Donc, la seule chose dont vous êtes sûr dans un corps, c'est que 1, il est différent de 0. C'est la seule chose dont vous êtes sûr. Okay. Bon, très bien. Et si A était nul? Pareil. Oui, si A est nul, parce que là j'ai supposé que mu était non nul, là, ici, hein, pour que tout le monde soit multiple. A est nul. Bon, bah, si A est nul, ça veut dire que le noyau serait 0. Puisque ce serait les multiples de 0. Mais x moins lambda il est dedans. Donc... Bah oui, or x moins lambda est dedans. Donc ça, c'est pas possible. Parce qu'on en a trouvé un, x moins lambda appartient à ker de f lambda. Bon, donc vous voyez que l'un dans l'autre. Alors, bon, en fait, après, on pourra le faire un petit peu plus rapidement, parce que vous voyez qu'on a un peu galéré ici. On a fait du... on avait la bonne idée, et puis après on s'est retrouvé à regarder des petits détails à cause de cas. Voilà. Alors je vais vous donner maintenant encore une autre méthode. On va monter en graphe méthode. Quand tu dis A est forcément unitaire, ça veut dire que s'il n'était pas, tu pourrais trouver un A' unitaire en divisant par le coef du... C'est-à-dire que ça fait partie du théorème, d'accord? De la même manière que quand on est sur Z, Z est un anneau principal, on peut toujours trouver un générateur positif, quitte à multiplier par -1. Et là, on peut toujours trouver un unitaire, quitte à diviser par son coefficient dominant. Parce que c'est un corps. Parce que c'est un corps. Oui, parce qu'on est sur un corps. Ouais. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore plus vite? Encore une autre méthode, mais... Alors, je vais vous montrer ça. On a ker de EV lambda égale A. On part de là, hein, d'accord? Et maintenant, je vais dégainer un truc qui s'appelle c'est le théorème de Noether, l'isomorphisme canonique. C'est-à-dire que à partir d'un morphisme, on peut toujours en faire un isomorphisme. Comment? On avait ici K de X, et là K, et là F. D'accord? Et ça, c'est un morphisme.
Ok. Maintenant, on aime mieux les isomorphismes. Comme ça, sans se poser de questions, on déménage les choses d'un monde à l'autre. Et bien, comment en faire un isomorphisme? Ben, on veut en faire quelque chose de surjectif et d'injectif. Pour en faire quelque chose de surjectif, il faut regarder juste l'image. Et l'image, c'est K. C'est déjà K. Donc déjà, il n'y a rien à faire pour qu'il soit surjectif. Pour qu'il soit injectif, c'est-à-dire que le noyau est nul. Donc il faut tuer ce noyau. Donc ça veut dire qu'il faut quotienter. Avec x moins lambda. D'accord? Par l'idéal, c'est-à-dire par A. Non, pour l'instant, c'est pas x moins lambda. Pour l'instant, le noyau, c'est A. Donc je quotiente par le noyau. D'accord? Et maintenant, j'ai un théorème qui me dit que là, c'est isomorphe. Alors maintenant, regardez, là, ça devient mieux, parce qu'on a ce truc-là, et maintenant, je vais donner un argument de dimension. La dimension de K, bah, c'est 1. Donc là, je vais regarder la dimension. Là, la dimension, c'est 1. Et là, la dimension d'un quotient, on va le démontrer tout à l'heure, ce sera bien de le démontrer tout à l'heure, c'est le degré de A. En fait, vous avez un théorème qui dit que la dimension de K de x quotienté par A est égale au degré. Alors ça va se démontrer avec la division euclidienne dans K de x. C'est ça qui est important. Voilà. Et bien, on a le degré de A qui est égal à 1. Donc maintenant, c'est terminé. Parce que là, A divise, là, on sait que le degré de A est égal à 1. Vous voyez le truc? C'est quand même mieux. Quand on quotiente par le noyau, Ah ouais. Voilà. Quand on quotiente... Le degré de ce que tu obtiens, c'est forcément le degré. La dimension, c'est le degré. D'ailleurs, entre parenthèses, très souvent, dans la théorie des corps, dans les anciennes théories du 19e siècle, la dimension, on l'appelait le degré. Dans la théorie des corps, on dit le degré d'une extension sur un corps. Dans la théorie des représentations, on parle de degré au lieu de parler de dimension. Et dans les anciennes théories, parce que c'est des théories qui héritent de la culture des polynômes. Au départ, les polynômes, c'était vraiment quelque chose de très fort dans les théories. Et maintenant, ensuite, la dimension a supplanté les choses. Et au tout début, la dimension, on l'appelait le degré à cause de ça. Donc en gros, vous avez que... On va le démontrer. Hein. Vous avez que si P pour proposition, soit P dans K de X, on va prendre Q dans K de X, je vais mieux l'appeler Q, K de X, alors, dim de K de X sur Q est égal à degré de Q. Il y a une question? Oui, c'est juste en fait, si on utilise le deuxième méthode, on est obligé de démontrer ça. Que le degré. Non, ça c'est connu, Après, ça dépend. Si vous êtes en début de problème, peut-être ça vaut le coup de le démontrer. Des fois, on peut vous le demander. Mais il faut savoir le faire. Hein. Oui. Et même de démontrer que c'est l'isomorphisme, on peut l'admettre. Ça l'isomorphisme canonique, il est au programme. Hein. Non, mais il faut qu'on le démontre alors. Non, il est au programme. Non, mais c'est très général. Dès qu'on a un morphisme, que ce soit un morphisme de groupe, un morphisme d'anneau, un morphisme d'espace vectoriel, on récupère un isomorphisme sur la structure quotient et la sous-structure image. Voilà. C'est pas en quotient. Voilà. Donc ça fait pas de mal de savoir. De toute façon, cette preuve, il faut absolument savoir la faire parce qu'elle vous est des fois explicitement demandée aux écrits. Hein. Et on quotientait par le polynôme minimal dès le début du problème, non? Il y avait quelque chose. Oui. Ah oui, on quotiente par le. Ah oui. Ah non, mais on quotiente à vue hein, maintenant. Hein. Hello. Ah oui, on quotiente direct. Alors, on y va, on montre ça. Comment on va montrer que la dimension... Alors la dimension, on ne la connaît pas. Hein. Il faut montrer que c'est le degré de Q.
Donc ça veut dire qu'il faut trouver une base de cardinal, le degré de Q. Comme on ne connaît pas la dimension, la base, il va falloir montrer qu'elle est, d'abord, 1, trouver un bon candidat pour la base, et 2, montrer que c'est libre, et ensuite montrer que c'est générateur. Alors, on va le faire tranquille. Hein. D'abord, on a K de X quotienté par Q. D'abord, c'est quoi? C'est l'ensemble des classes de polynômes. D'accord? Où P bar, ça, c'est le polynôme P, mais plus un multiple de Q. D'accord? Plus quelque chose qui est Q fois A, avec A dans le cas de X. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas l'habitude des quotients, hein, d'accord, tout est dans le... Tout ce que vous pouvez faire sur les quotients, c'est dans la notion de parité, déjà. D'accord? Qu'est-ce que vous savez faire sur les pairs et les impairs? Vous savez définir les impairs. Les impairs, c'est la classe de 1, donc c'est 1 plus les multiples de 2. Et les pairs, c'est 0, c'est la classe de 0, c'est 0 plus les multiples de 2. Maintenant, sur les pairs et impairs, vous avez une opération, c'est-à-dire l'opération de Z, l'addition et la multiplication. Et les opérations de Z passent au quotient. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que sinon, on ne s'intéresserait pas au quotient s'il n'y avait pas une structure dessus. Donc, c'est que pair fois pair, ça fait pair, pair fois impair, ça fait impair. Donc, on a une opération qui, elle, ne dépend pas du représentant choisi. C'est-à-dire, n'importe quel impair fois n'importe quel pair, ça fera toujours impair. D'accord? Et là, vous n'avez même pas à vous poser de questions. On dit qu'on passe à la structure quotient. Donc, là, ça veut dire que là-dessus, bon, on va avoir une structure d'abord additive, multiplication externe, et multiplication interne aussi, comme pour les pairs et les impairs. Bon, alors ici, maintenant, on a présenté un petit peu les éléments. Maintenant, il va falloir trouver un représentant, un bon représentant d'une classe. Donc si P appartient à K de X, par exemple, les impairs, ils ont un représentant, c'est 1. C'est le meilleur représentant qu'on puisse trouver. D'accord? Et les pairs, c'est 0. On ne va pas aller chercher 5 comme représentant des pairs. Pourquoi c'est 1? Comment vous pourriez... Maintenant, modulo 3, c'est quoi les représentants modulo 3? 0, 1 et 2. Modulo 7, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Alors pourquoi? Voilà. C'est la division euclidienne qui nous dit ça. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est pour vous dire que déjà, si vous connaissez les pairs et les impairs, vous arrivez à tout retrouver, ces histoires de quotient. C'est quelque chose qui est déjà en vous. Il suffit de le décompacter, quoi. Voilà. Donc, ici, si P est dans K de X, eh ben, on va faire sa division par Q. D'accord? Alors, on a une division euclidienne. Alors, on va essayer de dire ce que c'est. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est une technique qui est au programme qu'il faut connaître. Donc, P égale, on va dire, A fois Q plus un certain reste. D'accord? Et pour qu'il y ait unicité, et c'est ça qui est important pour avoir un bon représentant, il faut qu'il y ait un théorème d'unicité, c'est que le degré de R doit être strictement inférieur au degré de Q, ou, alors attention, il y a un statut spécial pour le degré par rapport à Z, à la division euclidienne dans Z. Dans Z, on aurait pris la valeur absolue, d'accord? C'est la valeur absolue dans Z, mais là c'est le degré, sauf que le degré de 0, c'est moins l'infini. Ou alors on dit, bon, on prend le degré que de... C'est un logarithme, le degré. Le degré est un logarithme. D'accord? Donc log de 0,
Ça fait moins l'infini, en fait, si vous regardez. Alors, ici, où R égale 0. D'accord, voilà. R égale 0. Donc, ça veut dire que on va prendre comme représentant de la classe de P, d'accord, on va prendre comme représentant R. Ce reste-là. Et vous voyez bien que ce reste, si on sait que on a presque gagné là maintenant, une fois qu'on a dit ça, parce que le reste, d'abord il est unique, hein, mais combien il a de paramètres le reste? On va de 0 jusqu'à degré de Q moins 1. D'accord? Et 0 jusqu'à degré de Q moins 1, ça veut dire qu'on a degré de Q liberté. Et la dimension, c'est le nombre de degrés de liberté qu'on a dans un espace. Donc ça va bien être ça. Okay. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre comme base? Donc j'affirme que, voilà, donc, un bon candidat pour la base, pour une base de K de X quotientée par Q, vous voyez bien, ça va être une base canonique. Hein, on va prendre la classe de 1, la classe de X, jusqu'à la classe de X, degré de Q, moins 1. D'accord? Voilà le bon candidat pour la base. Alors bon, oui. Très bien, maintenant, il va falloir le montrer. Il va falloir montrer que c'est libre et générateur. Okay. Bon. J'ai presque envie de dire que générateur, c'est plus simple. Cette fois-ci, c'est assez rare. Hein, mais générateur, c'est presque plus simple que libre. On va d'abord démontrer que c'est générateur. Hein, pourquoi il faut démontrer les deux? On n'a pas la dimension. Et bien justement, on la cherche. On la cherche. Et c'est comme on a, voilà, c'est ça le problème. Alors ça faut bien réaliser. On a tellement l'habitude de dire c'est une base, mais là on cherche une base parce qu'on cherche la dimension. Quand on connaît la dimension et qu'on cherche une base, il n'y a qu'à démontrer que c'est libre ou générateur et puis c'est bon. Mais là non, d'accord? Alors donc générateur. Je commence par ça parce que j'ai l'impression que c'est plus facile. Ça veut dire qu'il faut montrer que tout élément du quotient se décompose dans cette soi-disant base. D'accord? Oui, parce qu'on va prendre P bar, donc on part de P bar dans K de X sur Q. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On relève. Alors donc là vraiment c'est, vous voyez, extension, flexion, extension. Hein. On va pas arrêter de faire ça. Hein. On va descendre, on va monter, on va descendre, on va monter. Quand on est en... oui, c'est... Là, on va faire des cours de... Il faut être dans ta tête pour voir la... Voilà. Non mais tu vois, là on descend, d'accord? Ouais. Et après, maintenant, on va faire P. Extension, d'accord? Allez, on en fait 10. Et après, on va se muscler en main. Donc là, on va prendre P. On lui enlève le chapeau, non? Et lui, alors, à quoi ça sert? D'accord? Alors, il faut bien comprendre pourquoi on monte, pourquoi on descend. On descend pour avoir une structure plus simple, plus facile. On abrège. On abrège, ouais, exactement. On abrège, tout à fait. Et on monte pour avoir de l'arithmétique, pour avoir la division euclidienne, par exemple. La division euclidienne, elle n'est pas là-dedans, elle n'existe pas là-dedans, mais elle est là-dedans. Donc, faire de l'arithmétique pour avoir des idéaux, des machins comme ça. Alors, ici, P égale AQ gère. Maintenant, une fois qu'on a ça, R, on va avoir P égale P bar égale AQ plus R le tout bar. Par les compatibilités, donc ça c'est par les structures quotients, vous allez avoir A bar, Q bar plus R bar. Et ça, Q bar, par définition, comme on a quotienté modulo Q, c'est 0. D'accord? C'est fait pour. Donc en fait, ce truc-là, oui, on dit on abrège,
C'est exactement ça. Donc, tous les multiples de Q, on les voit pas, on les élimine. Donc ça nous fait une énorme économie de moyens, hein, et c'est ça un petit peu le quotient, c'est cette économie de moyens. Donc ici, ça veut dire que P bar égale R bar. Voilà. Et R bar, évidemment, R bar, bah, comme R est de degré strictement inférieur à Q, s'écrit dans la famille. Donc cette famille-là. Ok. Donc ça y est, on a démontré que c'est générateur. Puisque tout élément, P bar, s'écrit dans cette famille-là. C'est ça la définition. S'écrit comme combinaison linéaire de ça. Ok. Maintenant, il faut montrer que c'est libre. Alors, là, maintenant, attention, qu'est-ce qu'on fait? Il faut partir de A0, 1 bar, plus A1, X bar, plus A, bah, je vais l'appeler M, hein, le degré de Q, hein, ça je vais l'appeler M, AM, X, AM-1, XM-1, bar, ici c'est égal 0 bar, d'accord? Il faut montrer que tous les AI sont nuls. Donc il faut d'accord? On a une combinaison linéaire nulle de nos... Mais le 0, c'est le 0 au bar, hein, c'est le 0 évidemment du quotient. Alors maintenant, bah, on est en flexion, il faut passer en mode extension. Okay, c'est normal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, d'abord, dans un premier temps, je vais mettre un bar partout. Ok, est égal à 0 bar. Maintenant, je vais remonter. Ça veut dire que A0, 1 plus jusqu'à AM-1, XM-1, bah, comme c'est 0 bar, comme il correspond à 0 bar, lui, il correspond au multiple de Q, à l'idéal engendré par Q. Appartient à Q. Mais ça veut dire que Q divise ce polynôme. Donc on a Q qui est de degré M, qui divise un polynôme qui est de degré M-1. Bah, ce n'est possible que si le degré est égal à 0. Donc lui, ce polynôme devient le polynôme nul. Et comme on a une base ici, ça veut dire que les AI sont tous nuls. Vous voyez l'intérêt d'être monté? On est monté parce que, d'une part, surtout pour avoir une base. Ici, d'accord? Tout à l'heure, on est monté, c'était pour avoir la division euclidienne. Là, ici, on est monté parce qu'on sait qu'on a une base canonique. Les 1, X, X2, etc., ça forme une base. Donc là, on peut dire directement. Ok, alors maintenant, on va faire un truc un petit peu plus difficile. Ce qu'on a fait, c'est une évaluation. On était sur K de X, là, notre polynôme K de X, et on a évalué en lambda dans K. Mais on pourrait évaluer en lambda qui n'est pas dans K. Alors, il serait dans quoi? Alors, il serait dans quelque chose qui est plus grand que K, qu'on appelle une extension. Donc, pour vous, comme vous n'avez pas la théorie des extensions, vous allez vous imaginer la seule extension que vous connaissez, c'est R et C, pour l'instant. C'est-à-dire vous avez un corps qui s'emboîte dans un autre corps. Vous avez aussi d'autres extensions un peu plus difficiles, c'est Q qui s'injecte dans R, d'accord, qui lui-même s'injecte dans C. Donc ça commence à s'appeler, vous savez le nom pour les corps, non, vous ne connaissez pas, tour de corps. Une tour de corps. Bon. Donc voilà, ça pour bien vous... Bon, ça, vous n'avez pas vu encore la théorie des corps, et de toute façon, on ne la verra pas
cette année, hein, c'est pas au programme, même si on a des exemples d'extensions. Et donc, on pourrait avoir un polynôme ici, R de x, d'accord, et on l'évalue en un complexe, au lieu de l'évaluer en un réel. Là, qui peut le plus, peut le moins, hein, si un réel, c'est un polynôme réel, c'est un polynôme complexe. On peut le voir comme un polynôme complexe. Mais on va regarder ce morphisme, on prend un polynôme réel, cette fois-ci, et alors on va commencer, pour simplifier les choses, à l'évaluer évidemment en i. Donc c'est f i. Mais les AI sont réels ici. Les AI sont réels. Ouais, c'est ça. Les AI sont réels. Alors on se dit, ah bah tranquille, on va maintenant pouvoir, on va regarder son image, son noyau, d'accord. Allez, quelle est son image? Ça va être C. Ah, oui. Donc, premièrement, on va le démontrer, hein, d'accord? Alors d'abord, l'inclusion directe, elle est évidente, hein, parce que l'image est forcément dans C. Maintenant, on va prendre un élément de C. Alors, comment on va faire pour montrer que c'est l'image d'un polynôme, mais d'un polynôme réel, cette fois-ci? Avec 1 plus x. 1 plus x, mieux, oui, un peu, oui, t'as l'idée, mais c'est pas encore... Alors, sous quelle forme on va écrire notre élément de C? A plus I B. A plus IB. Avec A et B, réel. D'accord? Et donc, il va être l'image de quel polynôme? De A plus BX. A plus BX. Ben voilà. Donc, il appartient bien à l'image. Donc ici, vous prenez donc A plus IB dans C, et vous avez que ça, c'est bien, ça appartient bien à l'image. Donc vous voyez que tout à l'heure, pour montrer qu'on avait une image, on a eu besoin juste des coefficients nuls, des polynômes constants. Là, on a besoin des polynômes de degré 1. Ok? Alors du coup, ici, ça veut dire que on a bien ça. Deuxièmement, alors maintenant, le noyau. Alors le noyau, ça nous embête parce que tout à l'heure, on l'avait le noyau. C'était, il était engendré par x moins i. Parce que c'était, le noyau, il était engendré par x moins lambda. C'était un idéal. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un idéal. Hein. Ça reste un idéal. Engendré avec un générateur, grand A. D'accord? Ça ne nous pose aucun problème. Sauf que, on ne peut pas, cette fois-ci, A, c'est pas x moins i, parce que x moins i n'appartient pas à R de x. Donc le degré 1, il faut l'oublier. Vous avez un candidat? Oui. On a x carré plus 1. Eh bien oui. Maintenant, on va avoir x carré plus 1. D'accord? Alors, on va essayer de montrer que ker de f i, c'est l'idéal engendré par x carré plus 1. Alors, maintenant, vous avez vu tout à l'heure, on l'a fait avec 3 méthodes. Là, maintenant, il y en a une, on va l'oublier, parce que là, elle est plus sérieuse. D'accord? Ça va devenir celle avec les gros calculs de factorisation, de x moins lambda qu'on a fait tout à l'heure. Peut-être que vous n'étiez pas là, d'accord? Mais bon, celle-là, on va l'oublier. On va se concentrer sur une méthode sérieuse, c'est-à-dire une méthode avec... bon, on a d'abord... alors, on sait qu'il y a ici un générateur. Donc maintenant, on a envie de dire que c'est x2 plus 1. Et on va le faire avec double inclusion.
Alors, d'abord, quelle est l'inclusion? D'abord, x2 plus 1 appartient à R de Fi, car, ah oui, quand on évalue I, ça fait 0. Donc, ça veut dire que notre A, comme tout à l'heure, hein, c'est exactement comme tout à l'heure, notre A qui est unitaire, hein, il divise x2 plus 1. Bon. Et maintenant? Hein? Ouais. Alors. Ouais. Alors. Donc Souad, elle propose l'irréductibilité de x2 ouais. Dans R. Donc sur R. Pas sur R. Donc proposition de méthode sur R, x2 plus 1 est irréductible. Comme x2 plus 1 est irréductible, A qui divise, soit c'est une constante, mais comme tout à l'heure, ça ne peut pas être une constante, d'accord? On avait vu tout à l'heure que A n'était pas une constante, d'accord? Parce que l'image c'est C, hein, voilà. Soit alors A est égal à x2 plus 1, donc ça va être égal à x2 plus 1. Donc, on peut donner un argument d'irréductibilité de x2 plus 1 sur R. Et là, ça marche. Maintenant, je voudrais une... On en parlera de ça. Hein. Mais maintenant, je voudrais une autre méthode. Comment on a fait tout à l'heure avec le degré? On a fait avec le degré, avec la dimension. On l'a fait avec la dimension. Quelle est la dimension de C sur R? Bah, c'est 2. Donc le degré, bah, c'est 2. Donc on connaît déjà le degré. Donc là maintenant c'est terminé. Vous voyez, c'est un principe général que on le fait avec une double inclusion. D'accord? Vous voulez montrer ça. D'accord? Donc l'idée naïve, c'est la double inclusion. Mais l'idée moins naïve, c'est l'inclusion et une mesure, une notion de dimension. D'accord? C'est toujours pareil. Hein, comment vous démontrez une réciproque? Vous avez une réciproque, une implication facile, et la réciproque difficile, c'est là où on a nos arguments de mesure. Et là, l'argument de mesure pour la réciproque, c'est le degré. Donc ici, je m'attendais à ce que vous disiez, bah ouais, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, quoi. Alors regardez, degré de A est égal à la dimension de R de X quotienté par A. Non, pour l'instant c'est par A. D'accord? Qui est égal à la dimension donc, de R de X quotienté par le noyau. Parce que par définition, ça c'est le noyau. Hein. Et c'est la dimension de C. D'accord? Et donc ça c'est égal à la dimension. Alors on regarde les dimensions sur R. Hein. Dimension sur R de C, puisque c'est isomorphe, c'est le passage au quotient. On a montré que l'image c'était C. Donc c'est la même dimension. Et donc la dimension de C sur R, ça on la connaît, c'est 2. Donc on sait que le degré de A est égal à 2, donc c'est terminé. Comme A divise x2 plus 1, A égale x2 plus 1, parce qu'il est unitaire de degré 2. Il n'y a pas de diviser c'est contenir, là c'est le degré, c'est la dimension. Ah oui, oui, là oui. Voilà, parce que là du coup on a fait oui. l'inclusion. Dans quel sens? Ça c'est A. Ouais, on a fait l'inclusion. D'accord, donc il contient, donc il divise. D'accord, diviser c'est contenir.
C'est bon? D'accord, vous voyez le truc. Et maintenant, on aurait pu parfaitement, à la place de P de I, évaluer en Z. On peut s'amuser à évaluer en Z. Ici, on a P de Z avec un Z complexe. Ah ouais, d'accord, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est l'idéal? Ker de FZ, bah, si Z, ZZ bar. voilà, si Z est réel, alors c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, on a X moins Z. X moins Z. Mais en même temps, si Z est réel, l'image c'est R. Puisque Z est réel, les polynômes sont réels, on est dans R. D'accord? Donc c'est normal que ce soit X moins Z, puisque c'est le degré 1, et que l'image, c'est un espace de dimension 1 sur R. R est de dimension 1 sur R. En revanche, si Z est complexe, non réel, je veux dire, complexe non réel, alors X moins Z, ça ne va pas marcher. Donc on va être, là maintenant, l'image sera C, et on va prendre X moins Z, facteur de X moins Z bar. Okay. Alors, ce polynôme, c'est bien de le photographier parce qu'il sert très très souvent, hein, ce truc-là. C'est x2 moins 2 parties réelles de zx plus module de z au carré. D'accord, ben vous multipliez. Hein. Moins z par moins z bar, ça fait plus zz bar. Zz bar, c'est le module de z. Et la somme z plus z bar, d'accord, z plus z bar, bah, ça fait 2 parties réelles de z. Hein. C'est le losange. Voilà, voilà. Donc là, c'était maintenant. Maintenant, il y a des... Avec R, on ne peut pas aller très loin dans les extensions, parce que on a R, après on a C, puis après c'est terminé. C, il est algébriquement clos. Voilà. C'est bloqué, le 10 septembre. Et on va pas plus loin. Mais maintenant, avec Q, là, on peut aller très très loin. En fait, les extensions finies de Q peuvent être aussi grandes que l'on veut. Et on peut avoir une extension de degré 3. Alors, regardez. Là, maintenant, on va continuer. Hein. On est sur Q. D'accord. Et je vais... Bon, non. Je vais dans C, et à un polynôme P sur Q, je vais dans R. Je vais dans R. Je vais regarder la racine cubique de Q. P de racine cubique de Q. Bon. Là, on a monté d'un cran, mais on reste quand même dans l'esprit des écrits de la navigation interne. Hein. Là, on n'est pas encore trop loin dans cette histoire. Et là maintenant, on a une évaluation, okay, et on veut évaluer en alpha. Donc ici, alpha, hein, pour moi, ce sera racine cubique de 2. Hein. Ici, bon, là, je vais l'appeler alpha, c'est plus simple. Voilà, donc vous voyez que, comme alpha, comment vous démontrez que alpha n'appartient pas à Q? Alors, on suppose, d'accord? Ok, on vous demande de montrer qu'alpha n'appartient pas à Q, ça pourrait parfaitement être
une première question, un écrit ou une question d'oral, on ne se formalise pas, on ne s'inquiète pas, on suppose qu'il appartient. Sinon, alpha appartiendrait à Q. Et s'il appartient à Q, alors, vous déroulez le rideau là. Hein, il s'écrit, voilà, P sur Q. Mais vous n'allez pas laisser juste P sur Q, il faut les prendre, il faut prendre une représentation irréductible de la fraction. D'accord? Avec P et Q, premier entre eux. Ça peut toujours servir. D'accord? Prenez toujours des trucs un peu, si vous le pouvez, parce que ça, vous allez pouvoir dégainer le cap. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va élever au cube. Donc ça va faire P au cube est égal à 2Q au cube. On est d'accord? J'ai élevé au cube et j'ai utilisé le fait que alpha cube ça fait 2. Ok? Donc ça veut dire que Q. Alors donc là maintenant, Q divise le membre de droite, donc il divise le membre de gauche, mais il est premier avec P, donc il divise 1. Donc Q divise 1. Et là, vous l'écrivez bien comme il faut, hein, par le lemme de Gauss. Et c'est pour ça qu'on a pris P et Q premier entre eux, pour pouvoir sortir un lemme de Gauss. Alors P et Q, donc Q divise 1, ça veut dire que alpha est un entier. Donc ça veut dire que Q est inversible. Diviser 1, c'est être inversible. Donc, alpha est entier. Mais un entier, donc alors là, maintenant qu'il est entier, c'est très facile de voir que c'est impossible. Parce qu'un entier, autant un rationnel, c'était pas facile, mais maintenant un entier, bah, si c'est 1 au cube, bah, c'est trop petit, et dès qu'on passe à 2 au cube, c'est trop grand. D'accord? Donc c'est impossible, parce qu'il n'y a pas d'entier dont le cube est égal à 2. Alors après, j'ai mis un argument par l'ordre, mais j'aurais pu aussi trouver un argument avec le théorème fondamental de l'arithmétique qui dit que bah, si alpha est entier, il se décompose en nombre premier, d'accord? Mais ça veut dire que 2 se décomposerait en nombre premier avec des cubes, donc 2 serait plus premier. 2 serait plus premier, là, ça commence à devenir compliqué. Bon, ok. Alors maintenant, on a montré que alpha n'appartient pas à Q. Donc ça veut dire que si on doit regarder ker de f alpha, on sait toujours. Et là, on a quand même, c'est ça qui est bien, c'est cette certitude, parce que Q de x, c'est un anneau de polynôme sur un corps, et donc on sait que c'est principal, d'accord? Et le noyau, on sait donc du coup qu'il est principal, et donc il est engendré par un polynôme unique, d'accord? Mais là le problème c'est qu'on ne sait pas, quelle est l'image. L'image ce sera certainement pas R. R il peut pas être engendré, il peut pas, ça se saurait si R il était engendré par 2 sur Q, si tout élément réel pouvait s'écrire en fonction de racine cubique de 2. Ça, c'est faux. R est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, l'image, on n'a pas l'image, donc on n'a pas le degré, on n'a pas de notion de degré. Alors, c'est là maintenant où l'idée de Swad est intéressante, c'est l'idée d'irréductibilité. On va démontrer. Donc là ici, on a dit on pourrait avoir un argument d'irréductibilité. Mais il n'était pas utile parce qu'on avait la dimension, qui est égale au degré. Alors que là, on n'a plus la dimension parce qu'on ne connaît pas l'image.
Comme on ne connaît pas l'image, on ne connaît pas. Alors maintenant, comment on va montrer? On va montrer que quel est le bon, à votre avis, quel est le bon candidat? X cube moins 2. Et on va montrer que x cube moins 2, donc okay, hein, on a, comme tout à l'heure, on a x cube moins 2 qui appartient au noyau, il est bien, alors x cube moins 2, pour le coup, il est bien dans 2x, il est même dans z de x, d'accord? X cube moins 2, il est bien dans le noyau, parce que quand on évalue x cube moins 2 en alpha, ben ça va faire 2 moins 2, ça va faire 0. Donc x cube moins 2 appartient à quel alpha, donc à A, donc ça veut dire que A divise x cube moins 2. C'est bon? Ok. Comme A divise x cube moins 2, oui, j'ai un peu du mal avec. On prend. On cherchera. Ouais. On montrer que. C'est ici? Ouais. C'est ça implique ça? C'est ça que tu as lu là? Non, en quoi ça ce qu'on démontre en fait là. On va démontrer que A est égal à x cube moins 2. Et pour l'instant, on a que A divise x cube moins 2. Ok. Ok? On fait une double inclusion là. Oui, on fait une double inclusion. Juste une question. Mais en fait, on ne va pas faire une double inclusion, on va utiliser l'irréductibilité. Ouais. On va montrer que A est que x cube moins 2 est irréductible sur Q. D'accord? Très important, sur, irréductible sur. D'accord? Parce qu'il n'est pas irréductible sur C. Sur C. Hein, d'accord? Sur C, les polynômes irréductibles, ils sont tous de degré 1. Il n'est pas irréductible sur R, parce que les polynômes irréductibles sur R, ils sont de degré 1 ou 2. D'accord? Mais il est irréductible sur Q. Ok? Là, pour l'instant, on a démontré ça. Donc, si on montre x cube moins 2 irréductible sur Q, alors comme A n'est... Alors, parce que vous voyez que A il appartient, hein, A il appartient à Q de x, hein, évidemment, par définition. Hein, alors, comme A n'est pas constant, ça c'est comme d'habitude, A n'est pas constant parce que sinon ça voudrait dire que l'évaluation elle annulerait une constante. Donc ça n'est pas constant. Eh bien, on aura montré que A égale x2 moins 2. Alors, comment on va montrer que x cube moins 2 est irréductible sur Q? Irréductible, il faut bien voir que c'est déjà une négation. C'est ne peut pas se décomposer. Donc ça appelle la preuve par l'absurde, supposer le contraire. Parce que à partir du moment où vous allez dire il n'est pas irréductible, là vous pouvez avancer. Parce que vous allez pouvoir trouver une réduction. D'accord? Donc ça veut dire que si A n'était pas irréductible, c'est x cube moins 2 dont on veut montrer qu'il est irréductible. Oui, enfin, oui. Voilà. Bon, ouais, d'accord. Donc ici, on a x cube moins 2. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Donc là, pardon, ok. Donc ici, avec degré de Q égale 2. Donc ça voudrait dire que x, maintenant, alpha, j'évalue en alpha. Donc alpha moins lambda, ici. Donc ça voudrait dire que lambda est racine de x cube moins 2. Voilà. Lambda est racine de x cube moins 2. Mais lambda est dans Q. Or, on a vu que c'était pas possible, il n'y avait pas de racine. Donc c'est impossible. Voilà. Donc ça y est, on a montré que lui était irréductible. Donc comme lui était irréductible, on a bien A égale x cube moins. Ok.
Et ça va, il y a des questions? On a montré que on a dit x cube moins 2 est irréductible. Sur Q, A divise x cube moins 2. Là ici. Comme c'est irréductible et A n'est pas constant, donc A est égal à x cube moins 2, parce que A il est dans Q, hein, il est dans Q de x. Donc là, ça devient x. Oui, A n'est pas constant. Voilà. Il divise ça qui est irréductible. Voilà donc l'irréductibilité qui nous a sauvés sur cette histoire. Donc là, Et A n'est pas constant. S'il est constant, ça voudrait dire que cette constante, elle s'annule. Ouais. En alpha et. En alpha, ça c'est pas possible. Et 1 de alpha, c'est pas. Et 1 de alpha, ouais, c'est pas possible. Mais en montrant que alpha est pas racine de x3 moins 2, pourquoi il ne pourrait pas y en avoir d'autres? Non, mais si on a, c'est ce lambda qui nous intéresse, et là, lambda est racine de x cube moins 2. Ah ouais? On a montré que dans Si Q, c'est réductible. que x cube moins 2 avait une racine dans Q. Oui. Et c'est ça qui n'est pas possible. X cube moins 2 n'a pas de racine dans Q. Ah Ça, oui, c'est parce ce qu'on a que montré. comme c'est du troisième degré, du degré 3, il y a forcément un degré 1 et un degré 2. On revient à ton truc. Bah, disons que cette histoire de degré 3, c'est là. En degré 3, s'il n'est pas irréductible, en fait, il y a forcément une racine S'il là n'est pas encore. irréductible, il y a forcément une racine. Ah ouais, alors En qu'en fait, degré c'est ça. 4, il y a Et pas la forcément. réciproque, attention, hein, il faut que ce soit de degré 2 ou 3 pour que ce soit vrai. Donc, tout polynôme irréductible de degré strictement supérieur à 1 n'a pas de racine dans K. D'accord ? S'il est irréductible sur K, il n'a pas de racine dans K. Réciproquement, c'est faux. Sauf quand le degré est égal à 2 ou 3. Que 2 ou 3, s'il est réductible, forcément, il a une racine, parce qu'il va y avoir un facteur de degré 1 dans sa décomposition. Pour 2 ou pour 3. Alors ça, c'est des classiques qu'il va falloir bien engranger, hein, parce que ça, tout ce qu'on fait là, c'est des choses que vous allez bien retrouver dans les écrits. Donc là, il est de degré 3, il est irréductible. Ouais. Du coup, il a une racine. Voilà. Il a une racine lambda. Il est de degré 3. S'il n'est pas irréductible, il a une racine. Et alors, attention, il faut toujours rajouter irréductible sur Q. Donc il a une racine dans Q. Et ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de rationnel dont le cube vaut 2.